Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Céline Astolf, avocat depuis 20 ans et associée au cabinet Lombard, Baratelli et Associés depuis 15 ans. Céline a également fait un passage par le cabinet de Maître Henri Leclerc alors qu'elle était jeune avocate. Elle est spécialisée en contentieux, droit pénal et droit de la presse. Bonjour Céline. Bonjour Delphine. C'est avec une très grande joie que je vous accueille dans mon podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. C'est le 6e épisode. Alors on va parler de la profession d'avocat et surtout en particulier de l'avocat pénaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases et nous livrer les grandes lignes de votre parcours ? Alors, mon parcours est assez classique à vrai dire. J'ai fait tout simplement la fac de droit. Et puis ensuite, j'ai fait comme grand nombre d'étudiants en droit, c'est-à-dire que j'ai un peu suivi les années sans savoir tellement où j'allais, parce que non, je ne me suis pas dit à 7 ans que j'allais devenir avocat. Donc, j'ai fait une licence de droit plutôt privée. Et puis ensuite, je me suis mise en tête d'aller à Strasbourg pour faire un DEA de droits de l'homme et de liberté fondamentale. Et pour cela, il était conseillé de faire une maîtrise de droit public. Donc, je suis partie à Strasbourg pour faire une maîtrise de droit public. Et j'ai intégré le fameux DEA qui était au pied de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe. Donc, c'était tout frais à l'époque. Donc, c'était assez enthousiasmant, on va dire ça comme ça. Et droit public, c'était, en tout cas, les libertés publiques, c'était, vous dites que ce n'était pas une vocation d'être avocat, mais pourquoi vous avez choisi les libertés publiques spécialement ? Mais j'avoue que sans vraiment savoir pourquoi, je trouve que dans le parcours universitaire, c'est un moment où ce thème m'a particulièrement intéressée. Mais je crois que ce qui était surtout motivant à l'époque, c'était vraiment l'avènement en fait, de cette justice européenne, du droit communautaire qu'on découvrait, de ces instances européennes dont on ne savait pas tellement quel rôle elles joueraient. Mais je pense que c'était surtout ça qui me poussait à migrer vers l'Est, parce que finalement, pourquoi Strasbourg ? Essentiellement parce qu'on allait découvrir des instances dont on ignorait tout. Et c'est vrai que c'était assez excitant en fait, de se dire qu'on allait participer à cette nouvelle jurisprudence, à la découvrir en direct. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que quand je vous dis au pied, moi j'ai eu la chance de pouvoir assister aux séances de la Commission européenne, d'assister à des séances aussi au Conseil de l'Europe, et d'être vraiment au cœur des institutions et pratiquement de vraiment pouvoir y aller, c'est-à-dire matériellement, de voir à quoi ressemblait tout ça. Et c'est vrai que ça nous sort de la théorie universitaire, et c'était une forme de pratique d'un nouveau droit qui était naissant. Et je crois que c'était vraiment, en tout cas, je vous confirme que c'était une expérience formidable. Et alors, soit au sein de ces institutions, soit en dehors, est-ce qu'il y a un avocat ou une avocate qui vous a particulièrement inspiré, qui vous a appris, qu'est-ce que vous avez appris de lui ou d'elle ? Oui, alors vous en doutez, vu le nom du cabinet, évidemment que je pense immédiatement à Paul Lombard, parce que Paul Lombard, je pense qu'il fallait être à ses côtés pour pouvoir décrire exactement ce qu'il pouvait vous transmettre. Mais donc c'est une évidence, Paul Lombard. Mis à part lui, j'ai eu la chance de rencontrer Henri Leclerc quand j'étais toute jeune stagiaire. Donc ça, c'était encore avant Paul Lombard. Mais je dois dire que si je devais, puisque vous me posez la question de savoir si un avocat précisément m'a, je ne sais pas, plus inspiré ou plus appris, je pense à un avocat qui s'appelait Jean-Yves Liénard, grand pénaliste versaillais,
qui m'a toujours impressionnée par, si je devais le décrire en quelques mots, l'élégance du verbe, l'élégance du geste aussi, une forme de bienveillance à l'endroit des tout nouveaux arrivants, ce qui n'était pas forcément un réflexe tout à fait naturel chez les avocats par rapport aux jeunes avocats qui débutaient. Vraiment, c'était un grand monsieur pour moi. Il est décédé trop tôt, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Et bah, si j'ai l'occasion de lui rendre hommage, je la saisis. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement appris auprès de lui ou des grands ténors que vous avez pu côtoyer en fait? Bah alors, la première caractéristique, c'était évidemment l'éloquence, parce que c'était aussi l'ancienne école, hein. Je crois que même si, heureusement, on entretient les concours d'éloquence, que l'éloquence n'a pas disparu, je crois que le métier d'avocat aujourd'hui bah, nous amène, pas parce qu'on en aurait envie ou parce que il faudrait oublier l'éloquence, mais c'est tout simplement matériellement ce qui se passe, c'est qu'on nous demande d'être très synthétique. On a ce qu'on appelle des audiences interactives où on doit plaider par ce qu'on appelle des observations. Bon, bah voilà, donc ça, c'est la nouvelle ère. Et c'est vrai que bah, là, j'ai été au contact d'avocats chez lesquels le verbe avait toute sa place. Alors, au-delà de l'éloquence, il y avait aussi une force de travail incroyable, une réactivité exceptionnelle, d'esprit hors du commun et tout ça, bah, évidemment, je m'en suis inspirée. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la même vivacité d'esprit, mais en tout cas, j'ai essayé d'égaler la force de travail, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ce sont des réflexes d'audience, des réflexes dans l'examen d'un dossier, dans l'étude d'un dossier, la recherche de la faille, soit la faille procédurale, soit la faille de fond, tout ce qui peut faire le talent et le génie d'un avocat pénaliste. Oui, parce qu'effectivement, dans votre métier d'avocat pénaliste, effectivement, la plaidoirie, l'éloquence a une grande place, alors que l'avocat d'affaires aura plus un rôle de conseil et il n'aura pas forcément même du tout un rôle en contentieux. Parfois, il ne plaide pas du tout. Il y a certains avocats qui ne plaident pas, en fait. En quoi votre activité diffère vraiment de celle de l'avocat d'affaires, à part, évidemment, le côté plaidoirie et donc oralité? Alors, il faudrait peut-être aussi poser la question à l'avocat d'affaires parce que c'est vrai que la grosse différence, je pense que c'est surtout l'activité juridictionnelle. C'est-à-dire que je pense pouvoir dire que nous avons un peu plus l'occasion d'aller au palais de justice, peut-être aussi de croiser un peu plus de clients et aussi d'avoir des contacts de plus en plus fréquents et très constructifs avec les magistrats. C'est peut-être on est peut-être plus, alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que tout dépend de l'activité de l'avocat d'affaires, hein, mais nous sommes peut-être plus en lien avec la juridiction en tant que telle. C'est surtout ça. Ensuite, je pense que sur la méthode de travail, évidemment, certainement plein de choses se recoupent, mais je pense pouvoir dire que on a une activité. Alors nous, on a surtout une vraie activité judiciaire. Donc, si on devait schématiser, on dirait qu'on va beaucoup plus au tribunal. Voilà. Mais dans les dossiers que vous traitez, quels sont le genre de dossiers que vous traitez, vous, dans votre cabinet et vous, particulièrement au quotidien, en fait? Oui. Alors, c'est difficile de vouloir à tout prix, parce que soit vous dites, nous sommes un cabinet spécialisé soit vous dites ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que nous, on pourrait dire qu'on est un cabinet de contentieux. Voilà, ça, ce serait la vraie réponse, avec une dominante pénale, puisque c'est notre ADN. Hein,
j'ai rappelé le nom de notre associé fondateur historique. Forcément, on a l'ADN pénal, pénal droit commun d'abord, qui ensuite est passé au droit pénal des affaires. Donc, on a beaucoup de contacts avec ceux que vous désignez comme étant des avocats d'affaires et on travaille souvent à leur côté. Donc, quand je dis qu'on fait du contentieux, on a des contentieux très transversaux. On peut, par exemple, alors on a le droit pénal classique, ça c'est sûr, le droit pénal des affaires, tous les dossiers dont on entend parler parfois dans la presse, bon, ce genre de dossier pénal des affaires. Et on a parfois aussi des dossiers de cour d'assises. Et puis on a alors une grande partie j'y reviendrai, mais de contentieux de droit de la presse. Et le contentieux transversal, mais justement pour faire le lien avec les avocats d'affaires, qui, par exemple, font des deals, des fusions-acquisitions, parfois, et qui assistent et qui accompagnent des entreprises sur le plan corporate, parfois se heurtent à des actionnaires un peu rudes. Donc, il peut y avoir des conflits d'actionnaires. Et là, c'est souvent le moment où ils font appel à nous. Donc, on travaille très en lien avec beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires pour être en binôme, en fait. Et par exemple, s'il faut faire désigner un huissier pour aller faire constater ce qui se passe à une assemblée générale avec un actionnaire un peu agité, il nous confie la mission d'aller solliciter du président du tribunal la désignation d'un huissier qui viendra faire un constat et les mesures qui seront nécessaires. Voilà. Donc, en fait, on partage assez via cette activité contentieuse un peu non identifiée, parce que désigner un huissier, vous voyez, je ne sais pas tellement dans quelle case on peut le mettre, mais la vie des avocats d'affaires. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, et très enrichissant, parce que nous, on a beaucoup appris sur tout ce qui était le contour des grands deals qui sont signés. Et puis, eux apprennent aussi sur le plan du contentieux. Et souvent, on va ensemble aux audiences, ce qui permet à certains avocats qui ne plaident jamais, finalement, de plaider. Donc, c'est une coopération et collaboration très intéressante. Et de par votre parcours, je crois que vous avez toujours exercé le droit pénal, même quand vous étiez jeune avocate. Alors, pourquoi, justement, vous en avez parlé tout à l'heure du droit de la presse, pourquoi vous avez choisi spécifiquement cette matière, droit pénal, mais surtout maintenant le droit de la presse? Alors, le droit pénal, parce que en réalité, le droit pénal, c'est assez varié. Hein. Vous pouvez le retrouver en droit du travail, vous pouvez le retrouver en droit de l'environnement. C'est-à-dire que le pénal a quand même est arrivé un peu, oui, à pénétrer tous les domaines, parce que et puis chez les chefs d'entreprise aujourd'hui et dans les sociétés, on a des sujets de droit pénal à tous les étages en fait et à chaque minute. Donc initialement, évidemment, quand vous êtes jeune avocate, vous vous formez en faisant les comparutions immédiates, toutes les permanences, les gardes à vue, etc. Et puis ensuite, votre activité évolue un peu, mais finalement, le fil conducteur, c'est quand même de trouver toujours beaucoup d'humains, d'avoir cette action quand même permanente, cette réactivité. Et puis, le droit de la presse, alors le droit de la presse, c'est aussi une matière pénale. Hein. Enfin, il y a un volet pénal en droit de la presse, et c'est souvent celui-ci que moi j'ai à traiter. Le droit de la presse, c'est un droit intéressant parce que d'abord, il est guidé par la liberté d'expression qui doit primer. Et donc, sur le plan de la procédure, vous avez tout un tas de choses trappes, ce qui fait que quand vous êtes, par exemple, en défense d'un journaliste ou quand vous êtes plaignant, vous avez énormément de sujets de procédure à trouver. Donc, c'est assez stimulant parce que ça nécessite de rechercher. Là aussi, vous voyez, on rejoint la recherche de la faille. Et donc, on a des sujets de droit intéressants. Vous avez évoqué tout à l'heure l'humain. Je crois que vous représentez la Fondation pour l'enfance dans des dossiers assez médiatiques, tels que celui de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, qui était un pédophile qui a été condamné, je crois, à 15 ans de prison l'année dernière. Pourquoi vous avez désiré en fait vous consacrer à la cause des enfants? Qu'est-ce qui vous a amené à défendre cette fondation? Alors, la Fondation pour l'enfance est composée de gens absolument formidables.
qui donnent de leur temps pour cette cause des enfants, qui est effectivement une cause primordiale. Donc, j'avoue que dans un premier temps, quand j'ai eu à les rencontrer, j'ai d'abord été très impressionnée par cet investissement vraiment qui force l'admiration. Donc, ça vous donne envie déjà, ça c'est le premier point. Et ensuite, comme nous l'avons tous constaté, hein, malheureusement, et en même temps heureusement, mais on a quand même une certaine lumière crue, hein, mais qui est venue se porter sur des agissements, semble-t-il quand même démultipliés, qui sont commis sur les enfants mineurs. Donc, peut-être que ces dernières années, c'est ce qui a fait aussi que j'ai été d'autant plus motivée pour être une sorte de porte-voix et venir au soutien de l'action de la Fondation pour l'enfance. Donc, c'est avec un grand honneur que systématiquement, dans ces dossiers-là, je vais porter la voix de ces enfants via l'action de la Fondation pour l'enfance, c'est-à-dire qu'on se constitue partie civile dans les dossiers, on essaie de comprendre un peu quelles actions, en fait, c'est le but, hein, pourraient être mises en place pour tenter de faire que des faits abominables dont on a à connaître dans ces dossiers-là ne se reproduisent pas. Et c'est une fondation qui est très active, surtout sur le plan scolaire. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites il y a eu tout le sujet des écrans, alors à la fois parce que c'est pas bon pour la santé, mais aussi parce que ça vous donne accès à des réseaux sociaux et des sites qui sont pas très adaptés. Il y a des formations qui sont envisagées sur le personnel scolaire, les animateurs, pour les aider en fait à détecter des enfants victimes. Donc, bref, ce que fait la Fondation pour l'enfance et ce que font ses représentants et tous les membres qui la composent, c'est vraiment un travail formidable et j'en profite pour le souligner. On reste complètement dans l'humain. Est-ce qu'à votre avis, il y a des qualités ou des compétences qui sont requises plus spécifiquement pour exercer dans votre matière, voire être un peu endurci dans ce métier et dans ce domaine précis? Ou est-ce que finalement, un avocat pénaliste et un avocat en droit commercial, finalement, les compétences juridiques en elles-mêmes se suffisent? Moi, je ne pense pas, mais je m'adresse à la professionnelle de matière. Alors, bon, moi, je ne suis personne pour dire qui aurait compétence ou qualité pour exercer cette mission. Hein. Restons humbles, chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des premières caractéristiques ou qualités qu'il faut tenter d'atteindre pour exercer ce métier un peu sereinement. Il faut quand même rester empreint d'humilité. Mais je dirais que ce n'est pas tellement un problème de formation juridique parce que le droit pénal, c'est surtout en voyant de vrais dossiers et en étant au contact de praticiens que véritablement on l'acquiert et ça va très vite. Donc, c'est une question d'abord de motivation. Et pour être motivé, peut-être qu'il faut, là je m'adresse aux étudiants, mais il faut peut-être justement être un peu déjà informé. Donc, il faut aller au contact de ce que signifie le droit pénal, parce qu'on peut se faire tout un tas d'idées, mais c'est bien d'aller assister à des audiences pour voir un peu comment se passent les choses. Et une fois qu'on a décidé éventuellement d'embrasser cette spécialité, je crois que vraiment le meilleur des réflexes, c'est le premier des réflexes à avoir, parce qu'on nous dit qu'on plaide beaucoup et qu'on parle beaucoup en droit pénal, mais je crois que c'est avant tout l'écoute. Il faut savoir écouter, il faut prendre le temps d'écouter, et seulement ensuite, il faut tenter de plaider et de s'exprimer. Je crois que c'est vraiment une des premières réflexions à avoir, c'est de se dire, n'oublions pas d'écouter. Et c'est à destination de tout, c'est-à-dire qu'à une audience, il faut d'abord écouter. Quand vous recevez un client, il faut d'abord l'écouter. Et je crois que ça s'applique à peu près à toutes les situations en droit pénal. Voilà. Mais avant tout, il faut savoir ce que c'est. Donc, il faut aller faire des stages en cabinet. Il faut prendre le temps d'assister à des audiences et c'est public. Donc, tout ça est très accessible.
Alors justement, parlons de stage. Les étudiants en ce moment ne trouvent pas beaucoup de stages. Est-ce que votre cabinet prend des stagiaires, par exemple? Nous avons un grand souci d'avoir en permanence des stagiaires au cabinet. Et justement, pas seulement des stagiaires qui auraient une formation de droit pénal. Et pour tout vous dire, on ne regarde pas la formation de celui qui candidate. Donc, c'est très simple. Il suffit d'avoir envie. Il suffit de nous contacter. Et si les effectifs le permettent, on se fait un plaisir de recevoir les stagiaires. Et peu importe, parce qu'on a aussi des stagiaires qui n'ont pas encore de formation juridique, qui ont fait d'autres études, mais qui justement s'interrogent sur potentiellement une petite bifurcation. Et c'est le meilleur moyen de savoir si, oui ou non, on opère la bifurcation. Donc, je vous réponds un grand oui. Super, ça fera plaisir pour de nombreux étudiants. Question un peu plus personnelle, mais est-ce qu'il y a des dossiers qui ont été plus difficiles à mener que d'autres, mais enfin, je veux dire, d'un point de vue humain? Est-ce que vous avez eu à traiter des dossiers humainement vraiment difficiles où vous vous êtes dit, voilà, je touche vraiment à des sujets là qui me heurtent? Nécessairement. À partir du moment où vous mettez les pieds dans une cour d'assises, il y a quand même des chances qu'un jour vous disiez tiens, là, ça va être plus difficile que la dernière fois. Et alors, on rencontre deux types de drames en fait. Drame humain, parce que ça, c'est donc le type de dossier que vous traitez. Puis il y a aussi le drame institutionnel. Alors, le drame humain, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez à traiter un dossier, vous vous dites, il y a un certain moment où vous vous dites, tiens, là, ça va être plus compliqué que la dernière fois. J'ai un souvenir en particulier, et c'est d'ailleurs comme ça que vous apprenez à faire comme les chirurgiens certainement font, hein, c'est-à-dire à prendre une distance qui est nécessaire et sans laquelle vous ne serez pas professionnel. Donc, à partir du moment où vous avez des dossiers qui vous font faire des parallèles avec éventuellement votre vie personnelle, il faut se dire que là il faut soit se déporter, soit changer d'attitude. Et ça peut arriver quand vous avez des dossiers assez effroyables. Je ne sais pas, moi je pense par exemple à un dossier d'assises d'assassinat d'enfants et de mères en même temps, enfin quelque chose d'absolument atroce. J'ai appris à cette occasion, alors que j'étais jeune maman justement, ce qu'était la distance. Et c'est un gendarme, un enquêteur qui m'a en fait complètement, je ne sais pas si on peut dire formé, mais je crois que c'est ça, parce que dans la gendarmerie, ils étaient formés à justement prendre cette distance quand ils arrivaient sur les scènes de crime. Donc lui m'a expliqué à ne jamais faire le pont intellectuellement entre ce que je voyais, ce que j'entendais et ma propre vie. Voilà. Et en fait, ça fonctionne. Quand vous appliquez la règle, elle fonctionne. Et là, vous êtes efficace. Je crois que c'est un peu comme le chirurgien. Si vous êtes spectateur d'une opération, vous tombez dans les pommes. Si vous êtes actif et que vous êtes concentré et que vous ne pensez qu'au dossier, rien que le dossier, vous y arrivez. Il n'y a pas de problème. En fait, et puis ensuite, voilà, ça, c'est le drame humain. C'est une question de posture. Il faut vraiment se mettre dans une posture un peu analytique, quoi. Oui, c'est une posture et c'est une question de posture et de concentration. D'accord. Et puis, sur le plan institutionnel, vous pouvez aussi avoir quelques drames parce qu'il peut vous arriver que la justice dysfonctionne. Il peut que parfois que la justice n'aille pas dans le bon sens ou qu'on ait des dysfonctionnements regrettables sur le plan des droits de la défense, etc. Donc, il faut s'attendre parfois à affronter des situations imprévues, imprévisibles, qui peuvent paraître très injustes et parfois même très irrégulières, donc difficilement supportables, mais il faut s'attendre à supporter ce genre de choses. Parce que la justice, les étudiants devront quand même l'avoir à l'esprit, la justice reste rendue par des humains. Il peut y avoir, pour les tout nouveaux avocats, il peut y avoir des déceptions dans les décisions, il peut y avoir des déceptions dans, par exemple, la force probante d'un document que vous allez produire, dont vous vous dites qu'il va renverser le cours du procès et dont finalement personne ne fera aucun cas. Vous voyez, c'est vrai que pour certains jeunes avocats
plein d'enthousiasme et plein d'idéaux, il peut y avoir quelques convenus. Et est-ce que personnellement, vous avez déjà fait jouer la clause de conscience, c'est-à-dire refuser de représenter un client dont la cause, justement, heurtait vos convictions profondes? Est-ce que ça vous est arrivé? Non, j'ai jamais été confrontée à une situation de ce type-là. À aucun moment, je me suis dit que je devrais refuser mon assistance. Ensuite, il vous arrive bien sûr, hein, très souvent de potentiellement dire à une personne que vous ne l'assisterez pas, mais pas parce que soit parce que vous manquez de temps, soit parce que c'est pas votre spécialité, soit mais non, pas parce que, j'aurais eu, oui, c'est la fameuse question: «Est-ce que vous auriez défendu Hitler? Est-ce que vous auriez défendu» voilà. Bon, cette question, je n'ai jamais eu à me la poser. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question justement que les avocats, à laquelle ils doivent souvent faire face? J'ai pas l'impression parce que vous entendrez souvent que la réponse d'un vrai avocat, c'est que tout le monde a droit à une défense. Donc, Tout à fait. voilà. Ensuite, vous aurez certainement des situations personnelles, isolées, qui justifient que cette clause ait été invoquée, mais j'ai quand même enfin, ou alors je me trompe, mais j'ai quand même la sensation que la majorité des confrères vous répondraient que chaque humain a droit à une défense. Ça m'a l'air d'être un réflexe assez partagé. Alors, je suppose que vous n'avez pas évidemment échappé à la crise sanitaire Covid, mais je crois que vous avez lancé une initiative pendant justement cette crise du Covid-19 sous le nom des soldats du droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors non, on n'a pas échappé à la crise du Covid-19 et lors du premier confinement, en fait, on a été assez, avec mes associés et certains confrères, assez, interpellés par une forme de concurrence qui s'était, instaurée, sur les réseaux sociaux, entre cabinets d'avocats. C'est-à-dire que vous aviez, chaque jour, des dizaines et des dizaines de notifications de sites de cabinets d'avocats disant, «Toujours là pendant le covid», «Nous sommes là pour vous pendant le covid», enfin bref, avec tout un tas de thèmes. Vous avez une entreprise, vous vous posez des questions, vous avez, ou alors à destination des personnes physiques, vous avez signé un contrat ou une prestation pour votre mariage, elle va être annulée, appelez-nous, etc. Bref, et on a trouvé que, compte tenu du caractère assez inédit de la crise, c'était peut-être l'occasion d'avoir un réflexe un peu au-delà des concurrences, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'en temps de crise, on peut peut-être aussi, nous, être capables de se regrouper, de grouper nos compétences et les mettre à profit à peu de frais et même zéro frais au profit des justiciables pour essayer d'être utiles. Voilà. Donc, le but, c'était de rassembler des cabinets assez de taille quand même assez importante, mais tout type de cabinet, hein, et de mettre à profit nos compétences, nos ressources au service de tous les gens qui éventuellement en auraient besoin. Voilà. Plutôt que de rentrer dans une sorte de course à la concurrence pour essayer enfin voilà, je pense que sur un plan moral, à vrai dire, peut-être que ce qui nous avait un peu heurté, c'était de voir cette course au client dans un temps qui paraissait assez inapproprié à cette concurrence, peut-être un peu indécente. Mais cette initiative existe toujours ou Oui, 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 on a toujours des demandes. On a initié un certain nombre de contentieux, je vous dis, sur des sujets, alors là, multiples et variés. Si je vous faisais la liste, ce serait très long. Mais oui, oui, on a assisté et on assiste encore, on accompagne encore et des entreprises et des personnes physiques qui se sont retrouvées avec des problématiques très diverses du fait de la crise du Covid. Oui, oui, c'est toujours d'actualité puisque quand vous Pardon. Du coup, le point commun de tous ces dossiers, c'était quand même la crise du Covid. En fait, c'est des sujets qui sont nés de cette crise. C'est ça? Absolument. D'accord. Oui, oui, absolument. C'était un moment très enrichissant aussi parce que finalement, comme c'était une configuration très ouverte
et que chaque personne qui voulait participer, enfin chaque confrère qui voulait participer à l'initiative le pouvait. On a eu vraiment la surprise enfin, une surprise agréable, hein, de voir que les confrères spontanément se proposaient, et donc on se partageait les problèmes qui se posaient, on faisait chacun des consultations, on dispatchait les choses en fonction des compétences des uns des autres et ça fonctionnait très bien. Oui, du coup, il y avait cette transversalité possible entre cabinets selon vos spécialités. Vous pouviez travailler ensemble ou sur certains sujets ou confier une partie du... D'accord. Oui, donc ça met en commun vraiment un grand nombre de spécialités et de compétences. En fait, c'est assez inédit, finalement. Oui, et c'était aussi dire, là, c'est l'occasion d'avoir à disposition des confrères très compétents dans leur domaine, qui habituellement n'auraient pas forcément ce type de client ou ce type de demande, mais on va les mettre à disposition pour venir en aide à un certain nombre de... Je vous dis, il y avait beaucoup aussi d'entreprises et de groupes d'entreprises, hein, qui avaient des problématiques très pointues, qui aussi pour certains étaient mises en cause, puisque vous avez remarqué qu'il y avait un grand réflexe pour le coup, d'autres avocats de déposer des plaintes tous azimuts. Je crois que le parquet de Paris était assez débordé. Donc, on a eu aussi beaucoup de chefs d'entreprise mis en cause pour des infractions non intentionnelles, hein, pour de la mise en danger, des mesures insuffisantes, etc. Ce qui était source de grandes perturbations sur un plan social et entrepreneurial, surtout dans cette période. Que cette initiative, vous pensez qu'elle va... elle peut être pérenne même après, finalement, après le Covid. Oui, parce que l'objet, ce n'est pas seulement... finalement, c'était l'occasion de créer ce mouvement susceptible d'être réutilisé et à disposition dans n'importe quelle hypothèse de crise, quelle qu'elle soit liée à l'économie, soit sanitaire, soit... Voilà, l'objet est extrêmement large. Donc, permet finalement d'être sur le pont, si on devait résumer, de manière efficace et groupée, et à disposition de toutes les personnes qui en auraient besoin, et notamment de tous ces chefs d'entreprise qui se retrouvaient là mis en cause. Et ça peut potentiellement, je ne le souhaite pas, mais se reproduire dans le futur. Donc oui, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité si besoin. C'est très bien de faire perdurer cette initiative, en tout cas. Alors, ce sera peut-être ma dernière question, parce que je vois qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais est-ce que vous auriez peut-être un livre que les étudiants en droit devraient avoir lu, hormis évidemment leur cours, bien sûr, mais est-ce que vous auriez une petite recommandation? Alors, les étudiants en droit, je pense qu'on leur a tous déjà conseillé tous les livres qu'on a pu tous lire quand on faisait nos études de droit. Donc, peut-être que j'ai eu l'occasion là de parcourir l'ouvrage de, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui s'appelle Janvier 2015, le procès de Yannick Enel, je trouve que c'est très intéressant. Alors, un livre à proprement parler, là me vient un livre de Mathieu Ménégo qui s'appelle Je me suis tue, T-U-E, donc tué, qui est assez intéressant, surtout pour quelqu'un qui pourrait envisager le métier d'avocat. J'ai trouvé cet ouvrage saisissant. Donc voilà, si ça peut ajouter à la liste déjà très longue d'ouvrages qui peuvent intéresser les étudiants en droit, c'est un livre qui est pas très long, qui se lit, qui se dévore et qui tient en haleine. Donc ça peut être un bon moment à passer quand on sort de ces cours classiques. Oui. On va dire ça de cette manière-là. Très bien mené, c'est très bien écrit, et puis il y a un petit clin d'œil à la profession d'avocat qui n'est pas totalement anodin. Donc je le conseille vivement. Merci beaucoup en tout cas, Céline. C'était un plaisir, Delphine. Plaisir tout à fait partagé, et encore une fois un grand merci pour votre confiance et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un grand moment avec vous. Et alors moi, je vous remercie infiniment pour le compte et pour le nom de tous ces étudiants
qui ont une Delphine qui pense à eux et je crois qu'on aurait été nombreux à l'époque à vouloir trouver une Delphine qui va nous poser des questions à tout un tas d'interlocuteurs qui seraient susceptibles de nous guider un peu dans cette recherche, parce que je crois que c'est quand même pas si simple à l'université de savoir vers quelle branche se tourner et dans quelles conditions s'orienter. Donc, je crois que vous êtes d'une grande aide pour ces étudiants et je vous en remercie pour eux. C'est formidable ce que vous faites. À bientôt, Delphine. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoutsimple.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt!